Je vais rencontrer maintenant Pascal Hébert, qui est vice-président, directeur général de Revolver 3, qui vient tout juste de terminer une conférence qui a pour titre « Contexte et influence sociale en prise de décision ». Pascal, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci de nous accorder quelques minutes. D'abord, il faudrait peut-être expliquer pour nous mettre, nous, en contexte de qui tu es. Revolver 3, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Revolver 3, c'est une agence interactive, donc on se concentre principalement sur toutes les opérations marketing qui vont être sur un terrain web ou mobile ou interactivité hors ligne. Donc, tout ce qui touche l'interaction entre, si on veut, l'humain et la machine, on va l'appeler comme ça sans vouloir le dire, là, mais tout ce qui touche l'interactivité aujourd'hui, on se situe dans ce cœur-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on peut nommer un client ou deux, là, puis voir ce que vous faites avec eux? Par exemple, Fido, dans lequel tous les points de contact sont interactifs avec eux, on est présent. C'est-à-dire qu'on s'assure avec eux qu'on est en mesure de bien rejoindre les clients de Fido, leur donner une valeur ajoutée qui est autre que simplement de l'information en ligne, qui va d'aller, par exemple, sur l'utilisation d'un produit ou sur une communication entre les principaux clients de Fido eux-mêmes pour faire en sorte qu'il se passe quelque chose d'autre qu'on parle de téléphone cellulaire. Et donc, pour reprendre le titre de la conférence, influence sociale en prise de décision. Qu'est-ce que ça veut dire, contexte et influence sociale, dans ce cas-ci, dans une perspective de marketing? Ça doit être des mots qui reviennent souvent quand vous rencontrez vos clients. Surtout dans le contexte d'influence, je dirais que c'est un mot qui revient de plus en plus souvent. Aujourd'hui, les gens de marketing, surtout dans un contexte interactif, on perd le contrôle sur l'information qu'on diffuse. C'est la communauté elle-même qui s'approprie notre message et qui, comme de raison, le personnalise à ce que leur expérience a été avec un produit. Par exemple, si on prend Fido comme exemple, si moi j'ai acheté un téléphone chez Fido, j'ai probablement été influencé par une communauté autour de moi. Et les statistiques démontrent que, naturellement, on est très influencé par nos amis. Mais également, dans un contexte Internet, les inconnus vont nous influencer jusqu'à une proportion de 70 %. Donc ça, c'est important pour vous. C'est très important. C'est là que vous intervenez, le 70 % d'inconnus. Ça veut dire quoi dans ce cas-ci? Ça veut dire que, en fait, la force du web et du social sur le web va au-delà de l'expertise du manufacturier. Un manufacturier va nous proposer les valeurs ajoutées de son produit. Mais l'expérience qu'on va vivre autour, ce n'est pas le manufacturier sur lequel on va se fier. On va se fier à notre réseau à nous. Voilà, d'où l'importance aujourd'hui, on l'a beaucoup dit, c'est même galvaudé un peu maintenant, mais c'est pas grave. C'est la recommandation qui fait foi de tout et la recommandation vient de notre communauté, donc de gens qu'on connaît ou en tout cas à qui on fait confiance parce qu'on les a acceptés dans notre communauté. Oui, et le web, juste avec l'arrivée du highlight de Facebook qu'on connaît très bien aujourd'hui, le web est maintenant nous suit partout. Hein. Notre communauté web nous suit partout où on va, pas uniquement sur Facebook. Je donne un exemple ce matin, le site de CNN, qui est une propriété mondiale, dans lequel je peux me retrouver sur le site et voir mon réseau de contacts. Qu'est-ce qui les influence? Qu'est-ce qui les attire sur CNN? Quel article ils ont aimé? Quel contenu ils ont trouvé pertinent par rapport à notre marché ici? Donc, c'est comme d'emmener mes amis toujours avec moi, peu importe ce que je suis en situation d'achat. Et donc, nos amis qui ont une influence sur nos décisions d'achat. Effectivement. Oui. Est-ce que les entreprises avec qui vous faites affaire aujourd'hui, pour eux, c'est une découverte, ils allument là-dessus ou est-ce qu'ils sont déjà sensibles? Tu sais, on travaille avec des entreprises. Fido, c'est une entreprise du secteur technologique, mais est-ce que vous faites affaire qu'avec les entreprises du secteur techno? Non, pas du tout. Alors, les plus vieilles entreprises, les 1.0, là, qui sont dirigées par des gens qui ont 50, 55 ans et plus, qui sont moins sensibles au 2.0 et à l'utilisation des nouveaux médias aujourd'hui. Puis c'est pas un blâme, on le comprend. Ils ont grandi avec un modèle qui fonctionnait, grandi en entreprise avec un modèle qui fonctionnait et souvent qui fonctionne encore aujourd'hui et maintenant. C'est un peu plus tard que ça risque de poser des problèmes. Donc, ils sont peut-être un peu encrassés dans leur certitude. Est-ce que vous avez à les réveiller un peu, les allumer un peu? Il y a encore beaucoup d'éducation à faire, puis je pense que tu l'as bien dit. On est à la limite. Disons, du 1.0. On est à la limite que ça soit acceptable des marques d'être dans cette situation-là. Et cette limite-là, avec les natifs qui arrivent, les natifs Internet qui arrivent déjà sur le marché très bientôt, vont tout bouleverser dans le sens que si une entreprise reste dans son contexte actuel de 1.0, le contrôle de cette marque, c'est sûr qu'elle va la perdre. Mais est-ce que dans le 2.0, il n'y a pas une part de
perte de contrôle? Absolument. Et il faut la laisser aller, cette part de perte de contrôle-là. Et c'est là que les gens, comme tu dis, qui sont peut-être un peu plus âgés, qui viennent d'une ancienne école plus traditionnelle, qui ont une crainte. Parce que c'est un risque de laisser aller le contrôle sur notre marque. C'est parce qu'on risque de tomber dans une communauté où des gens vont parler de nous en mal. Mais ça fait partie du jeu. Ah oui, puis c'est déjà le cas. Si les gens, si vous ne l'entendez pas, ils disent, c'est juste que vous n'êtes pas présent. Oui. Donc, le web, ce qui nous permet, c'est d'être présent dans ce contexte-là et justement de réagir si on est dans une discussion négative face à notre produit ou notre marque. Bien, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre de réagir et d'ajuster le tir avec les consommateurs en disant on comprend le message, laissez-nous le temps de s'adapter pour combler ce besoin-là ou ce manque qui est là. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en fin 2010, s'adapter justement? Parce que les entreprises, Fido c'en est une grande, mais vous travaillez aussi, si j'ai bien compris, avec Cascade, avec Cogeco, Reitman, Toyota. Ils sont obligés d'engager le dialogue avec les communautés. Ouais. Et ça non plus, c'est pas toujours évident, là, cette espèce de communication à deux sens plutôt que cette communication à sens unique. Ouais, c'est pas évident. Puis surtout, la première question que les entreprises se posent, c'est qui doit le faire? Est-ce que c'est les relations publiques, les ventes, le service à la clientèle? En fait, c'est un peu de tout ça, hein, parce que c'est sûr, si on laisse les relations sociales entre les mains des vendeurs, des ventes, il y a un ajustement qu'on doit apporter. Parce que ces gens-là ne sont pas dans un contexte de dialogue souvent. Ils sont un peu plus agressifs, c'est plus à sens unique, ils veulent vendre un produit. Ouais. Donc, au lieu de travailler en silo, aujourd'hui, dans une structure d'entreprise marketing, on est obligé de collaborer ensemble, dans le sens qu'il faut que le département de relations publiques soit beaucoup plus près des ventes et du service à la clientèle. Ils l'ont toujours été, mais aujourd'hui, c'est une nécessité. Ouais. Il faut faire en sorte qu'il faut réagir à ces situations-là, qui sont souvent, dans certains cas, on peut vivre des situations de risque. Je parlais ce matin de Gap, qui vient tout juste de lancer son nouveau logo. La communauté a fait en sorte que Gap, après quelques jours, sont retirés en disant « On vient de comprendre votre message, on ne changera pas notre logo. » C'est comme le Coke classique versus le nouveau Coke il y a 10-15 ans. Là, ou 20 sauf ans. Que le temps que ça est arrivé, aujourd'hui, on parle de 3-4 jours et c'était réglé. La communauté a pris le contrôle. Voilà. La communauté a eu une force tellement grande qu'ils ont réussi à faire fléchir la marque. Ouais. Donc, les entreprises doivent aujourd'hui avoir la capacité de se revirer sur un dixaine. Oui, et puis d'être à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se dit. Et même si on est une immense boîte. Microsoft est capable, ils l'ont fait dans le passé, de se revirer sur un dixaine. Il y a des boîtes équivalentes à Microsoft qui, eux, ça grince un peu quand vient le temps de se revirer. Là. On travaille avec des banques aussi, puis on le voit, c'est un système qui est beaucoup plus lourd. Hein? Oui, et donc, des cultures d'entreprises anciennes. C'est ça qui fait très longtemps. Donc, pour eux, c'est une adaptation qui est très difficile, qui va devenir nécessaire, mais dans lequel, jusqu'à maintenant, ce qu'ils proposent comme, si on veut, comme contrepartie, c'est le service. Ils augmentent la qualité du service en ligne, ce qui fait en sorte qu'ils réussissent quand même à bien couvrir les besoins des utilisateurs. Voilà. Mais est-ce qu'on peut conclure en disant qu'il y a encore aujourd'hui une nécessité et un besoin d'éducation très important? Absolument. Oui. Donc, il y a une part de vos énergies, de vos investissements en temps et en argent qui passe à éduquer vos clients. Et vous êtes opposé aussi à certaines résistances, j'imagine. Ben oui, c'est sûr. Ces résistances-là, on sait la perte de contrôle, c'est la principale résistance des entreprises. Ah, c'est clair, c'est clair. Pascal Hébert, donc, qui est vice-président, directeur général pour l'entreprise Revolver 3. Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec nous. Merci.